Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous parler toujours de mon expatriation, mais de surtout comment je suis arrivé à cette expatriation-là. Alors si vous vous souvenez bien, si vous me suivez depuis un petit moment et si vous avez regardé un petit peu les alentours de la chaîne, vous avez vu qu'il y a une vidéo du genre qui est sortie il y a à peu près 2 ans, où je raconte des choses un peu similaires. C'est pas tout à fait les mêmes vidéos. Mais je refais celle-ci tout simplement parce que la vidéo justement dont je parle, il y a 2 ans, elle est absolument dégueulasse. La lumière est moche, le son est moche, le montage est moche, tout est moche, tout est acheté à la poubelle. Et pourtant, c'est une vidéo qui a quand même bien marché. Donc j'imagine que l'expatriation, pourquoi je me suis expatrié, c'est un sujet qui vous intéresse quand même pas mal. Donc je me suis dit, ça peut être bien quand même de refaire une vidéo au propre. Avant de commencer, pour ceux qui arrivent, je me présente, je m'appelle Thibaut, j'ai 25 ans et je suis expatrié ici en Suède depuis à peu près 3 ans. Et sur cette chaîne, alors je parle principalement de mon expatriation, mais je parle aussi de l'apprentissage des langues, parce que c'est quelque chose qui est ultra important dans une expatriation. Alors on va commencer par le commencement. Déjà, personnellement, je suis infirmier. Ma première formation de base, c'est infirmier. J'ai le diplôme depuis 2016, depuis juillet 2016. Et peu de temps après, j'ai décidé de m'expatrier. L'étude d'infirmier, tout simplement, ça se passe en 3 ans. J'étais à l'école de Saint-Étienne, à la Croix-Rouge. Et l'avantage de la Croix-Rouge, c'est qu'il y a un aspect un petit peu international. La Croix-Rouge, c'est connu un petit peu partout. Donc le réseau de la Croix-Rouge est vraiment énorme, Et l'avantage de ça, c'est que j'ai pu faire pas mal de stages. 2 stages en particulier qui étaient à l'étranger et qui m'ont apporté une expérience monumentale. La première expérience, c'était au Vietnam. Alors c'est un choix totalement délibéré, personne n'était obligé de faire un stage à l'international. Et notre voyage au Vietnam, à la base, c'était vraiment un stage. Donc on est parti pour 5 semaines au total. Et on a eu pas mal de semaines dans le milieu hospitalier où on a vu beaucoup de services différents. Je vous ferai sûrement une vidéo particulière justement pour vous expliquer un petit peu plus en détail ce qui s'est passé au Vietnam, mais là, c'est pas le sujet. Et à partir de là, à partir de ce voyage-là, ça a ouvert un petit peu en moi l'idée de vouloir voyager, de vouloir découvrir le monde. Et donc, comme je l'ai dit, cette expérience a été vraiment une introduction au voyage et à l'expatriation dans un sens, puisque dès que je suis revenu en France, on a eu donc quelques mois à l'école encore, c'était pas en fin d'année. Je dis bien école parce que c'était pas encore l'université, c'est bien une école d'infirmiers. Comme on était plus proche de la fin de l'année que du début, on commençait à nous parler de l'année suivante, qui était en fait la dernière année, la 3e année du coup du cursus. Et en cette dernière année, il y avait possibilité de faire Erasmus. Alors qu'est-ce que c'est que Erasmus, qui s'appelle en vrai Erasmus+, c'est un programme européen qui a été mis en place en 1987 et qui a permis à des milliers de personnes de faire leurs études ou une partie de leurs études à l'étranger en Europe. Alors quand j'ai entendu parler de ça, ça a été incroyable, ça a été l'explosion dans ma tête. J'ai dit, oulala, une bonne expérience. En plus, là, c'était 3 mois au lieu d'1 mois. Donc, voilà, on table quand même pas sur la même échelle. Et il y avait des destinations super sympas. C'était dans le cadre de l'Europe, évidemment. On ne pouvait pas pour repartir en Asie ou au Canada ou je ne sais où. Mais c'était vraiment tout en Europe. T'avais la Grèce, t'avais la Norvège, t'avais l'Irlande, t'en avais plein. C'était en fait un principe de partenariat entre les différentes universités. Et en fait, c'était un échange, tout simplement. Donc nous, on allait dans cette université et quelqu'un de cette université venait en France. Pas forcément à Saint-Étienne, mais quelque part en France. Alors quand j'ai entendu parler de ça, évidemment, j'ai été un des premiers à m'inscrire. Évidemment. Le choix d'Erasmus, ça fonctionnait par vœux, c'est-à-dire qu'on pouvait poser 5 vœux au total, de différentes universités parmi les pays qui étaient proposés, et en fonction des résultats de toutes les années cumulées, justement jusqu'à la fin de la 2e année, en fonction de ces résultats-là, on se voyait attribuer une destination. Forcément, les meilleurs avaient les meilleures destinations, et les moins bons, les destinations un peu moins fofolles. Et là où j'ai eu la chance, c'est que, en vrai, dans mes études, j'étais pas le plus assidu, j'étais pas le plus doué non plus. Et du coup, dans mes choix, je suis tombé sur la Belgique. Et la Belgique, ça me convenait très bien. Le but, c'était de faire un stage à l'étranger dans tous les cas, donc bon. Et au final, après quelques semaines, on a reçu un mail de l'école nous informant que la situation en Belgique était un peu compliquée du point de vue des étudiants infirmiers. Donc, ça a été tout bonnement annulé. Panique totale. Mais dans les jours qui suivent, heureusement, mon école a bien géré là-dessus
Ils m'ont envoyé un mail avec toutes les destinations qui restaient, avec toutes les destinations dans lesquelles il restait des places. L'une des destinations qu'il y avait, alors je me souviens plus des quelques destinations qu'il y avait, il y en avait 3 ou 4, et l'une d'elles, c'était la Norvège. Alors soit dit en passant, la Norvège, normalement, c'est réservé à l'élite. Hein, c'est réservé aux personnes qui ont vraiment des super notes et qui se débrouillent super bien en stage, enfin, voilà, qui ont vraiment un beau cursus. Ce que moi, je n'avais pas forcément. Hein. Donc, vous imaginez bien que quand j'ai vu la Norvège, un truc auquel normalement j'aurais jamais accédé, ah bah j'ai sauté dessus, hein. Puis j'ai pas laissé ma part au lion, hein. J'ai dit oui, je signe, je fais tout ce que vous voulez, je m'en fous, je signe. Ce que j'ai fait, évidemment, donc j'ai signé et quelques mois plus tard, on a eu une réunion à Lyon avec tous les étudiants de la région qui justement partaient en Erasmus. Et c'est là que j'ai rencontré ma compagne avec qui je suis toujours aujourd'hui, qui partait cette fois en Suède. Tous ces stages étaient intercalés de fêtes, de sorties, de randonnées, etc., etc. Enfin, Erasmus, quoi. Je veux dire, Erasmus, c'est là pour faire un stage, c'est là pour découvrir un autre pays, une autre culture, mais c'est aussi là pour passer du bon temps, on va pas se le cacher. Et ce qui s'est passé pendant ces stages, je l'oublierai jamais, parce que c'était des stages qui étaient super bien. Alors évidemment, tu es à l'étranger, tu es dans un pays que tu ne connais pas, dans une culture que tu ne maîtrises pas, dans une langue que tu maîtrises absolument pas non plus, même si je me débrouillais à peu près en anglais. Évidemment, on peut pas te demander les mêmes choses que tu fais en stage en France, là-bas en Norvège. On pourra pas te demander ça, c'est pas possible. Donc évidemment, le stage était beaucoup plus calme, déjà par ça, et par le fait que le métier d'infirmier là-bas est complètement différent aussi. La responsabilité de l'infirmier était un petit peu mieux répartie, et puis le rythme était beaucoup plus calme. Soit dit en passant que j'étais pas à Oslo, hein, en Norvège, j'étais dans une petite ville carrément à l'opposé d'Oslo, au-dessus de Bergen, ça s'appelait Haugesund. Tout ça pour dire que les conditions de travail en Norvège étaient complètement différentes de ce que je connaissais en France. Parce que malgré le fait que j'étais simplement un stagiaire, en France, je voyais bien que les conditions de travail en tant qu'infirmier étaient horribles. En tant que stagiaire, déjà, je mangeais ma race, alors en tant qu'infirmier, je vous dis, c'est sympathique, c'est vraiment l'horreur. Alors s'il y a des infirmiers qui regardent cette vidéo, vous allez me dire « Ah, mais il n'arrête pas de se plaindre, oui, mais ça fonctionne bien en France, et puis quand même, faut pas déconner, c'est pas non plus l'horreur. » Alors oui, vous qui baignez dans ce domaine-là et qui travaillez tous les jours comme ça, c'est vrai, vous pouvez considérer que je suis une feignasse, que c'est quand même supportable. Sauf que la différence, c'est que j'ai pu comparer en fait dans un pays où les conditions de travail étaient complètement différentes, beaucoup plus relaxes, beaucoup plus tranquilles. Pas forcément qu'on foutait rien, mais que justement, la prise en charge du patient était complètement différente. On avait le temps de prendre les patients en charge, le temps de discuter avec eux, etc., etc. Et bref, je ne vais pas parler qu'un milliard d'années sur la Norvège, hein, ce qui nous intéresse principalement, c'est l'expatriation. Mais bref, dans tous les cas, quand je suis rentré en France, ça s'est pas très bien passé. Concrètement, je suis rentré en France, j'ai été diplômé quelques semaines après. Hein. Alors, si vous vous intéressez un petit peu au domaine du voyage et de l'expatriation, vous avez certainement déjà entendu parler du syndrome du retour de voyage. Alors bon, ça c'est un mot que j'ai un peu inventé, mais c'est-à-dire que quand vous rentrez de voyage, il y a beaucoup de gens qui font une petite déprime, une mini-dépression, parce qu'ils se sentent pas bien, parce que le fait de rentrer chez soi, de rentrer un petit peu dans la routine, etc., c'est difficile. Bien moi, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Quand je suis rentré en France, je me suis pris un pain dans la gueule, mais monumental. Et puis voilà, c'était le retour à la réalité. Retour à la réalité dans le sens que on retourne en France, on laisse ses amis Erasmus qui repartent un petit peu de chaque côté, et puis on retourne dans des conditions de travail qui ne me plaisaient pas. C'est-à-dire qu'ils ne me plaisaient pas du tout. Donc c'est-à-dire non seulement j'avais la petite déprime de retour de voyage, mais j'avais aussi la petite déprime de me dire que, en fait, je voulais absolument pas travailler en France, que la pression est énorme et je me sentais pas du tout capable de tout ça. Je suis resté quelques mois, sans faire grand chose chez moi, mis à part, évidemment, chercher du travail, ce qui n'était pas nécessairement concluant parce que, je voulais à la base absolument pas travailler en intérim parce que ça, c'était ma bête noire. Passer d'un service à l'autre sans rien connaître, sans connaître où sont les médicaments, où sont les gens, comment ça se passe, etc. Je pouvais pas, c'était hors de question. Et au bout de certains mois, sans rien faire, sans trouver de travail,
ben j'ai dû m'y mettre. Sauf que ça s'est très mal passé, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était très loin de chez moi. Il fallait peut-être 1h30 pour y aller, 1h30 pour en revenir. C'était avec un personnel vraiment pas super agréable. Et ça s'est vraiment pas bien passé. Donc pendant près de 6 mois, je suis resté chez moi à me dire mais non, je suis pas infirmier, je veux pas être infirmier en France, c'est pas possible, ça marche pas. Et ma compagne qui entre-temps était revenue de Suède, aussi en France, déjà on n'habitait pas dans le coin de la France, donc là aussi, allez, encore un petit coup. Elle aussi avait un petit peu ce sentiment-là, elle n'avait pas envie de travailler en France dans des conditions qui ne nous plaisait pas. Je veux dire, en France, le nombre d'années moyen qu'une personne travaille en tant qu'infirmier, c'est 7 ans. 7 ans, c'est super court. Après ça, les gens arrêtent. J'ai eu des professeurs qui m'ont expliqué pendant ma dernière année qu'il y a des élèves, enfin des anciens élèves qui sont revenus les voir 2 ans après, qui étaient complètement épuisés. Épuisés, quoi. 2 ans après, 2 ans de boulot, ils sont déjà épuisés. Non, je pouvais pas accepter ça et ma compagne non plus. Donc on a décidé, même si c'était un choix difficile, puisque moi je suis très attaché à ma famille, on a décidé de partir à l'étranger et de retourner en Scandinavie. Alors ça a été un choix compliqué au début, je vous cache pas qu'on n'était pas forcément sûr si c'était la Norvège ou la Suède. On a choisi la Suède tout simplement parce que personnellement les seuls contacts que j'avais en Norvège, c'était dans ce petit hameau de Haugesund. Et voilà, c'est vraiment petit aussi. À part le boulot, il n'y avait pas grand chose à faire non plus à Haugesund, on va pas se le cacher. Alors que ma compagne, elle était à Stockholm, dans une capitale où elle avait des possibilités professionnelles. Elle avait déjà des contacts à ce moment-là. Donc en pesant le pour et le contre, ok, en Norvège t'as un meilleur salaire, mais si c'est pour vivre dans un endroit où tu te plais pas forcément, ok, tant pis. On est parti en Suède. Alors attention, je dis tant pis, mais c'est pas un choix que je regrette, pas du tout, je suis très bien là où je suis. Le seul problème, c'est qu'on avait l'idée, on avait la motivation, mais on savait pas comment faire. Parce que tu peux pas partir dans un pays comme ça, tu peux pas partir en expatriation comme ça, sans rien faire, en n'ayant pas de boulot, en n'ayant pas de logement, en ne maîtrisant pas la langue, ni rien. C'est pas possible, clairement pas. Alors on a cherché un moyen de trouver un travail qui ne demanderait pas nécessairement de maîtriser le suédois, mais qui nous donnerait la possibilité justement d'apprendre le suédois. Et ma compagne m'a parlé d'une expérience qu'elle avait eue au Luxembourg, c'est-à-dire qu'elle était fille au pair. Fille au pair, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est simplement d'aller à l'étranger dans une famille, faire partie de la famille pendant une petite période et s'occuper des enfants. À savoir que trouver une famille au pair en tant que femme, c'est pas évident, mais c'est faisable. Il y a des sites qui sont faits pour ça, nous on a utilisé Au Pair World. C'est un site gratuit pour vous qui voulez trouver une famille au pair, l'inverse est payant. Mais ça s'est très bien passé pour ma compagne qui a trouvé une famille au pair assez rapidement. Et je vous avoue qu'en tant qu'homme au pair, c'est pas pareil. J'ai passé plusieurs semaines, voire plusieurs mois, finalement, à peaufiner mon profil au plus possible, à l'améliorer au plus possible pour que ce soit plus attractif. Parce qu'en tant qu'homme, c'est vraiment pas facile. Les gens ont tendance à beaucoup plus avoir confiance en une femme pour tout ce qui est de garder un enfant qu'en un homme. C'est con, mais c'est clair. Et l'avantage d'Au Pair World, c'est que de temps en temps, je crois que c'était 1 fois par semaine, ils vous envoyaient des mails comme ça qui vous donnaient des propositions de famille. Et voilà, vous pouviez voir un petit peu les familles qui étaient dans ce que vous cherchiez, dans le pays que vous cherchiez. Parfois, ça ne correspondait pas forcément aux critères. Et la plupart du temps, c'était des familles qui n'avaient même pas vu votre profil en fait. Ils vous envoyaient simplement les profils comme on vous envoie des mails sur LinkedIn. Et un soir, j'ai reçu un mail de pub là aussi où on me disait « Une famille peut être intéressée, etc. etc. » Comme par hasard, je regarde le profil, vraiment quelque chose que je ne fais jamais, et c'était une famille qui cherchait une fille au pair, non pas un garçon au pair. Et je me suis dit « Bon, quand même, pourquoi pas, lançons les recherches. » Donc je les ai contactés et on a bien discuté et puis voilà, c'est comme ça que je suis arrivé en Suède. Alors on est passé par plusieurs entretiens, d'abord un entretien avec la fille au pair, un entretien avec la maman et puis un entretien avec toute la famille où il y avait la maman, le papa et le fils. Ensuite pour confirmer les choses, j'ai passé 1 semaine chez eux en décembre pour voir un petit peu comment ça se passait, pour m'habituer un petit peu, et puis pour que l'au pair, de ce moment-là, me passe le flambeau. C'est une période qui s'est très bien passée, il y a eu des hauts et des bas, comme dans toute expérience évidemment, mais ça s'est très bien passé, j'en tire un bon souvenir, et
c'est grâce à cette expérience-là que je me retrouve ici. On s'est beaucoup concentré sur la langue, on a cravaché comme des tarés, et c'est pour ça qu'au bout de 6 mois, on a pu décrocher notre premier job, et pour moi, c'était en tant qu'aide-soignant. Et la suite, vous la connaissez. Alors au début, en tant qu'aide-soignant, c'était horrible parce que mes collègues parlaient évidemment en suédois, considéraient que je parlais très bien suédois, et donc évidemment ne faisaient pas forcément d'efforts pour que je comprenne les choses un peu mieux. Je veux dire, ils parlaient pas forcément plus lentement, etc. Ce qui, en un sens, est normal. Quand tu travailles dans un métier comme ça, auprès du patient, etc., et c'est normal que tu maîtrises la langue. Et au début, ça a été super compliqué parce que je ne comprenais rien, ils ne comprenaient rien à ce que je disais, c'était horrible. Mais finalement, ça s'est très bien passé. Là aussi, j'en tire un super bon souvenir. J'ai des collègues en or et c'est pour ça que j'en suis arrivé là. Maintenant, je suis infirmier en Suède. Voilà, cette vidéo est terminée. Alors encore une fois, c'était une petite répétition d'une ancienne vidéo qui n'était pas jolie. Donc voilà, je ne dis pas exactement la même chose. Dans l'autre vidéo, il y a des éléments que je ne vous ai pas forcément racontés dans cette vidéo-là. Ça peut être sympa d'aller voir, mais je vous préviens, c'est vraiment moche. Bref, si cette vidéo vous a plu ou même inspiré pour une éventuelle expatriation, j'en suis fier, j'en suis très content et n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me faire part de vos projets, de vos idées dans les commentaires. Vraiment, ça m'intéresse. Comment vous comptez vous y prendre et si vous êtes déjà expatrié, comment vous vous y êtes pris. Et si la vidéo vous a plu, je vous encourage fortement à laisser peut-être un petit pouce bleu. Partagez la vidéo si vraiment elle vous a plu et si vous êtes intéressé. On ne se rend pas forcément compte, c'est quelque chose qu'on entend vraiment beaucoup sur quasiment toutes les vidéos YouTube, mais ça nous aide énormément, je peux vous l'assurer. Bref, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur l'expatriation ou sur le langage. À bientôt.